Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier. Bon, je commence par les religieux. Et les autres suivent, hein, parce que c'est toujours le même chemin. Je voudrais vous remercier. Et puis bon, je vois bien les techniques de Nouba pour m'encadrer. Donc ce matin, il m'a placé entre deux juristes, un expert, là avec nous, et un plus jeune, en train de devenir. Donc c'est toujours intéressant de mettre un stratège entre deux juristes. C'est ce qu'on appelle l'encadrement. Alors, pourquoi je dis ça? C'est un très bon point de vue parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes domaines. On a des façons différentes d'aborder les choses. Et moi, ce que j'aime bien chez les juristes, c'est justement qu'ils sont carrés et qu'on arrive à savoir ce qu'ils veulent et ce qu'il faut faire. Et puis, nous, en stratégie, ben, en gros, on est les complémentaires, c'est-à-dire que c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais en le faisant, sans trop le faire voir que ça a été fait. Et puis, une fois que ça a été fait, il faut que ça soit entériné par quelqu'un d'officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Je pense qu'il y en a qui utilisent déjà ce genre de technique, même dans les mairies, dépendant de différents exploits que vous avez eus. Alors, je le dis aussi pour les émulations. Hein, dites que c'est des exploits ce que vous faites. Parce qu'en fait, comme vous êtes dans le cadre... Je fais ce que je veux, non? Alors, quand vous êtes dans le cadre politique, en fait, vous êtes assez rigolo. Pourquoi? Parce que quand vous ne réussissez pas quelque chose, bah, vous dites que ce n'était pas très important. Et puis quand vous réussissez quelque chose, vous dites que ce n'était pas très important. Et à la fin, on ne sait plus si c'était important ou pas. Alors je considère que, ça sera plutôt, je vais faire un saut, parce que ça était plutôt pour l'ARSAC, je considère qu'il faut dire que vous l'avez fait, parce que c'est un exemple à suivre, et qu'il y a d'autres mairies qui n'ont pas suivi du tout cet exemple encore, et qui ont été très influencés par différents lobbies, pour ne pas citer de nom, qui considèrent que finalement ils pourraient se faire taper sur les doigts en faisant ça. Alors, en montrant que vous pouvez le faire, que vous êtes allé et que c'est positif, c'est un très bon exemple à suivre. Voilà. Donc c'était un peu pour vous rendre hommage. Moi je n'ai pas de médaille, mais je vous dis quand même, dites que c'est un exploit. Alors, je reviens à mes juristes. Pourquoi? Parce que en fait, les problèmes de négation de génocide, alors c'est toujours pareil, c'est finalement, il faut attendre des gens qui nient le génocide pour qu'on comprenne mieux notre génocide. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que tant que personne nous dit c'est pas vrai ce que tu dis, on le dit comme ça, comme si c'était une histoire. Et puis dès que quelqu'un commence à nous dire c'est pas vrai, on essaie de le dire un peu mieux. Après, il nous dit oh mais c'est pas ce que tu voulais dire. Alors après, vous retravaillez votre texte et finalement vous finissez par dire quelque chose de cohérent. Par exemple, vous dites bien génocide des Arméniens, vous dites bien génocidé et non tué, parce qu'avant on disait tuer, avant on disait exécuter, avant on disait massacrer. Et puis ensuite, grâce à des gens justement comme les juristes et évidemment Lemkin, on a fini par dire des génocidés. Parce que être tué et être mort, ça arrive à tout le monde. Génocidé, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, si vous voulez parler d'un crime contre l'humanité, et le vocabulaire que vous utilisez est toujours le vocabulaire du crime, bah, à la fin, on vous dit bah, c'était un crime, quoi. Et vous dites bah, j'ai dû faire une erreur, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, dans crime contre l'humanité, le plus important, c'est contre l'humanité. C'est-à-dire que si vous voulez effacer les mots, il faudrait effacer crime. Il faut juste garder contre l'humanité. Alors que si vous gardez crime et vous effacez contre l'humanité, ben on va dire c'est un problème de droit pénal, classique, etc. Bon. Puis on a parlé aussi de l'aspect collectif. Alors, donc cette façon de faire, de mieux se positionner par rapport aux critiques, c'est quelque chose de naturel, parce que quand on n'est pas critiqué et qu'on parle entre nous, donc moi j'appelle ça les dialogues arméno-arméniens, comme l'autre sait ce qu'on sait, que nous on sait ce qu'il sait, à la fin on finit par dire grand-chose. Dès qu'arrive un étranger, il dit de quoi vous parlez, et bien là il faut commencer à le structurer. Alors le structurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple connaître le génocide, connaître la charte des Nations Unies, à partir de quel moment c'est officiel, savoir que le créateur du mot génocide a utilisé le paradigme arménien pour expliquer aux autres ce que c'était un génocide, ce qui veut dire concrètement que chaque fois qu'on parle de génocide, c'est un point de plus pour le génocide des Arméniens, alors que des fois on n'en est pas conscient. Ensuite, il faut savoir
le processus de réparation, en quoi il consiste, hein. On en a parlé, on l'a analysé. Le problème de la pénalisation, ce n'est pas simplement le second stade, c'est un stade parmi d'autres. La connaissance des 8 phases d'un génocide, être conscient que le génocide, c'est simplement la 7e phase, alors que la 8e, c'est vraiment le déni, ce qu'on vit en général par ce qu'on appelle le génocide de la mémoire de façon plus poétique. Et puis ensuite, quand on parle de pénalisation, quand on parle de droit, de revendication, de restitution, eh bien, il faut pouvoir parler clairement. Alors clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec des preuves. Et ça, c'est vraiment un problème qui est venu du cadre juridique, c'est-à-dire qu'en fait, le juriste vous dit, moi je pense que c'est vrai ce que tu dis, mais prouve-le. Et là, d'un seul coup, il y en a plein qui ne savent plus comment le dire. Par exemple, donc je vais utiliser mon ami là. Oui. Elle me dit, par exemple, mon grand-père, c'est ça, le père. Mon père était grec. Bon, donc je pourrais dire, d'accord. Après, je lui dis, bah, il était d'où? Là, elle n'est plus très sûre. Bon, alors je lui dis, bah, ça fait rien, il s'appelait comment? Donc elle me dit d'abord, il y a une histoire, comme ça vous serez obligé de le raconter à eux. Elle me dit d'abord, en fait, qu'il a changé de nom et qu'il a pris un nom arménien pour être incorporé comme arménien. Et après, elle me dit le nom arménien. Mais je lui dis, mais ça, c'est pas le nom grec. Vous voyez, c'est pas que je la crois pas. Mais comme elle me dit un prénom et un nom qui ne sont pas grecs, bon. Alors après, elle finit par s'en souvenir. Il s'appelle Sotiris. Donc dès que j'entends moi Sotiris, ça me donne un élément. Bien sûr, elle pourrait me mentir. Mais en me donnant le nom et le prénom et avoir des éléments de vraisemblables, pas encore de vrai, parce que je n'ai pas de preuves, eh bien, on finit par parler de façon plus cohérente, plus concrète, et on finit par dire des choses qu'on pourra prouver ou pas. Par exemple, si vous dites « j'ai un titre de propriété », très bien, ben, montrez-le-moi. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est le juriste qui va dire bon, « d'accord, mais alors c'était où ?» Et si vous commencez à dire « je ne sais pas bien le nom du village », on m'a dit que c'était peut-être par là. Vous imaginez que quand on va aller à la Cour européenne des droits de l'homme pour non-jouissance de propriété, ils vont vous dire oui, mais de quoi on parle? Donc, rejeter. Alors, cette façon de faire, au départ, elle est négative. Les gens qui sont de bonne foi, ne le fais pas parce que je ne le boirai pas. Voilà. Parce que je tousserai encore plus. Les gens qui sont de bonne foi, au départ, sont énervés par les questions juridiques. Il dit, mais enfin, vous ne me croyez pas? Et puis après, quand arrive quelqu'un, un ennemi, il leur dit, il vous ment. Alors là, vous comprenez que c'est essentiel de pouvoir prouver au juge, de pouvoir prouver au président que c'est vrai ce que vous dites. Donc là, vous commencez à sortir des documents. Donc, notre analyse pour le problème de la négation, c'est les preuves, en premier, et ensuite les lois. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est... la température. Est-ce que c'est une loi mémorielle? Est-ce que c'est une loi normative? Est-ce qu'elle condamne quelqu'un? Est-ce que simplement elle affirme quelque chose? Est-ce que ce qu'elle affirme, c'est positif ou négatif? Est-ce qu'elle interdit à quelqu'un de faire quelque chose? Eh bien, ces thématiques-là, quand vous les replacez dans le cadre, par exemple, de la liberté d'expression, vous allez vous rendre compte que tout le monde, on est tous pour la liberté d'expression. Personne ne dit, moi je suis contre. Et puis ensuite arrivent les bémols. On dit, on parle de tout, sauf ça, ça et ça. Et là, par exemple, on a la notion de génocide, crime contre l'humanité, etc. Vous savez, des fois, on se pose en France la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Donc on a des comiques qui nous font rire vraiment. Et en fait, on se dirait, non, on ne devrait peut-être pas, mais bon, ça nous fait rire. Eh bien, en gros, le droit nous dit que on peut parler de tout, sauf de crimes contre l'humanité, suivant les pays, hein, de génocide, à partir du moment où ça a été reconnu, à partir du moment où c'est pénalisé, à partir du moment où on considère qu'il y a un devoir de mémoire. Ça va être relié avec ce qu'on avait à dire après, c'est-à-dire la notion de mémoire. Est-ce qu'on a le droit d'insulter la mémoire? C'est ça la problématique. Eh bien, au début, on se dit, grâce à la libre expression, oui, pourquoi pas. Et puis finalement, arrive
une notion comme le génocide et on nous dit qu'on ne peut pas insulter la mémoire simplement parce qu'on a envie de s'exprimer librement. Alors évidemment, on va mettre un bémol, on va vous dire qu'ils l'ont très bien expliqué, si c'est entre nous, si c'est pas en public, etc., bon, vous faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où c'est transcrit, médiatisé, diffusé, eh bien on a un devoir de mémoire. Alors ce devoir de mémoire, pour certains il est positif et pour certains il est négatif. Mais moi je voudrais en parler de façon positive, à savoir que, pour parler par exemple, excusez-moi, ça va durer un moment, ça c'est la température de la salle, donc je continuerai à tousser, ne vous inquiétez pas. Si je vous parle des droits de l'humanité, ben, il y en a parmi vous qui vont dire je ne connais pas, d'autres vont dire j'en ai jamais entendu parler, et les experts vont dire ben, ils n'ont pas été définis encore. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, l'objectif final, ce serait d'avoir des droits de l'humanité. Et un des droits de l'humanité, c'est avoir le droit de ne pas être génocidé. Alors qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? C'est qu'en fait, on démarre par la négation. On démarre souvent par ce qui ne doit pas être fait. Alors je vais prendre mon religieux de service et je vais dire qu'au départ, on a les commandements et ensuite, on a aimez-vous les uns les autres. C'est très difficile de mettre aimez-vous les uns les autres avant les commandements. C'est très révolutionnaire comme idée. Mais si vous réfléchissez bien, en gros, il nous dit, le Christ, si vous oubliez les 10 commandements, au moins suivez un conseil. Ben, aimez-vous les uns les autres. Et finalement, si on arrive à le faire, ben, on n'a pas le temps de faire la négation des commandements. Parce que si vraiment on s'occupe d'aimer les uns les autres, ben, on ne peut pas avoir le temps de faire aussi les autres trucs. Alors vous voyez, d'un seul coup, vous avez 10 interdictions, et on arrive à un conseil, et je pense que dans le domaine du génocide, eh bien c'est ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, et à la fin vous pourriez vous dire, oui, mais on a le droit de faire quoi? Ben, par exemple, on a le droit d'avoir une mémoire. Le droit d'avoir une mémoire. Le droit d'être un peuple avec une mémoire. Et finalement, ensuite, si on définit le droit à la mémoire, on pourrait se dire, est-ce que quelqu'un a le droit de me retirer ce droit? Oui, donc je l'ai posé à l'envers, et je considère que le tiraillement qu'on a avec les juristes, il faut que tu me donnes ça là, il est dans mon sac. Le tiraillement qu'on a avec les juristes, je pense que c'est des gens qui nous enseignent comment dire bien les choses. Alors ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que les gens qui ont raison commettent une grave erreur. Ils pensent que parce qu'ils ont raison, on va leur donner raison. Alors les gens qui ont tort font un pas stratégique. Ils savent que comme ils ont tort, il faut qu'ils trouvent quelque chose pour avoir raison à la fin. Donc en fait cette asymétrie, on la retrouve dans la géopolitique. Souvent on est surpris, on se dit mais comment ça se fait qu'il y a eu autant de victimes? Je dis mais quand même, ils n'étaient pas au courant, ils ne voyaient pas. Et si en fait, on comprend parce qu'il y a une asymétrie. Lors d'un génocide, il y a celui qui tue, qui est préparé à tuer, il y a celui qui est tué, qui n'est pas préparé à être tué. Donc il n'arrive pas à croire qu'on va génocider. L'autre en fait, il le sait. Il a une directive, il a des télégrammes, on lui explique que ceux-là, il faut les éliminer. On lui explique qu'il ne faut même pas laisser quelqu'un de vivant. Si les gens essaient d'avoir ce concept-là, c'est ça que j'ai en tête quand on travaille avec les génocides, c'est si les gens avaient été au courant. Bon, je vais le faire avec Noubar, comme ça il n'y aura pas de malentendu. Tu veux me génocider? Non, je veux te dire que, par exemple, dans ton papier, là, en fait, tu lis le télégramme de Talal. Tu fais quoi? T'es arménien, t'es là-bas. Hein. Lors d'extermination? Oui. Je prends peur, oui. Alors, ce que j'essaie de vous montrer avec mon ami, c'est qu'en fait, il ne sait pas bien encore. C'est-à-dire qu'il n'a jamais réfléchi à ce qu'il ferait s'il avait été au courant. Moi, ce que j'essaie de vous dire, parce qu'on a fait des études là-dessus,
Et même si des gens étaient au courant, ils avaient du mal à convaincre d'autres. C'est ça. Parce que vous lui disiez, ce village a été anéanti, il disait, oui, mais le nôtre, c'est différent. On a bien vu les difficultés pour le Moussadag. Voilà, Par exemple, exactement. c'est un exemple. Donc, on a un problème asymétrique qui se met en place, c'est que les génocideurs apprennent plus vite que les génocidés. Et en fait, les juristes nous permettent à nous, génocidés, victimes, survivants, etc., à apprendre et à avoir un instrument pour se défendre. Donc, par exemple, l'idée de Lemkin, en introduisant le mot génocide, c'était de dire, bon, imaginez qu'ils n'ont rien. Comment ils vont faire pour se défendre? Mais il disait, bah, en ayant le mot génocide, s'ils arrivent à plaquer sur leur cas le mot génocide, ils pourront se défendre. Donc c'est un instrument de défense. Hein. Donc c'est un problème d'apprentissage. Et pour avoir un apprentissage, bah, il faut avoir une pensée quand même qui regarde le légal, qui regarde les droits, et qui soit formée de façon cohérente et pas simplement j'ai raison, je ne change pas d'avis, etc. Donc, moi je l'ai vu plutôt comme ça, et ils ont très bien analysé la situation par rapport à la loi en France sur ce qui a été voté, ce qui n'a pas été voté, ce qui a été remis en cause, ce qui a changé, pour voir un peu comment on se base sur le plan stratégique. Alors moi je considère que dans le problème de la lutte contre les génocides, on a d'abord le substrat historique, c'est la première chose. Il faut dire que ça existe. Quelqu'un, il faut qu'il ait une attestation. Alors je précisais ce matin que ça peut être des archives. Donc les archives, c'est le niveau 1. Pour moi, ensuite, le niveau 2, c'est le juridique. C'est-à-dire comment je fais pour utiliser ces archives de façon légale. Et en fait, le niveau 3, qui est postérieur, c'est l'aspect stratégique, c'est-à-dire que je mets quoi en place pour avoir telle loi et pas celle-là, pour avoir une coalition, pour être avec quelqu'un d'autre et ne pas être avec quelqu'un d'autre, être plutôt avec celui-ci qui va avoir un intérêt stratégique pour faire une reconnaissance ou pas. Donc, ce point de vue-là nous amène peu à peu aussi à la connaissance des objets. Donc, j'arrive petit à petit à la notion d'Artsakh. Donc, quand on en avait parlé, même ici, quand on parlait de l'Artsakh au départ, les gens disaient, et certains le disent encore, qui connaît Artsakh? Bon. Et alors, on disait le Nagorno-Karabakh, le Karabakh, etc. Bon, maintenant, en fait, on voit que l'Artsakh se prépare à s'appeler Artsakh officiellement. Et donc là, ça fait un changement, hein, puisque vous l'avez vécu in vivo. Hein, eh bien, on se dit, c'est un bon point. Pourquoi? Parce qu'il retrouve son appellation originelle. Donc, il retrouve ses sources. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ça repose la question par rapport à la problématique précédente? C'est, on m'appelait comme ça, lui m'appelait comme ça, lui m'appelait comme ça, mais moi, finalement, je m'appelais comment? Et finalement, le paradoxe, c'est que l'Artsakh va s'appeler Artsakh après avoir été appelé Nagorno-Karabakh. Ok, je la refais pour les Français. Imaginez par exemple que la France, on l'appelle les bigoudis. Voilà, c'est l'État bigoudi. Donc tout le monde, donc vous êtes les bigoudiens, et on est dans l'État bigoudi. Au bout d'un moment, quelqu'un fait des recherches, il dit, mais avant, on s'appelait France. Donc on lui dit tout de suite, mais tu rigoles. Tout le monde ne connaît que bigoudi. On ne va quand même pas changer tous les papiers alors qu'il y a écrit bigoudi partout. Et l'autre lui dit, oui, mais nous, on ne s'est jamais appelé tout seul bigoudi. Ah. Et finalement, on a un retour. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de nouveau un devoir de mémoire. Mais pourquoi, en fait, il est intéressant sur le plan stratégique? C'est qu'en fait, l'Artsakh n'a pas exactement les mêmes frontières que le Nagorno-Karabakh. Ce qui fait que quand vous dites que vous êtes l'Artsakh, eh bien, vous allez revendiquer naturellement quelque chose qui vous est dû. Alors que si vous dites Nagorno-Karabakh, bah, c'est plus petit, vous n'avez pas à le revendiquer. Parce qu'on va vous dire, bah, ça s'est arrêté là. Quand on avait les problèmes de délimitation soviétique, ah, tu vois, quand même, j'ai trouvé un argument, là, ça se fait plaisir. Le reste, ça restait bigoudi. Bon, finalement, les bigoudis, ça permet de mettre mieux les cheveux en place. Alors, l'histoire de la frontière, qui est totalement arbitraire, dans la période soviétique, eh bien, vous avez beaucoup d'Arméniens, d'abord qui considèrent encore que la Russie a une mentalité soviétique, c'est pour ça qu'ils ont du mal à communiquer avec les Russes. Alors qu'en fait, on a beaucoup de Russes qui n'ont plus rien à voir avec l'esprit soviétique, mais nous, on reste avec ça. Donc, en fait, dans ce cadre-là, par exemple, il faudrait remettre en cause le traité de Kars. Et
quand je dis le remettre en cause, le nettoyer de fond en comble pour savoir ce qui s'est passé. Ensuite, dans le cadre de l'ARSAC, il faut quand même bien connaître l'endroit, donc d'où l'intérêt des voyages. C'est pour ça que je suis positif avec vous. Si vous n'y retournez pas, je serai négatif. Si vous n'y allez pas 3 fois, vous ne serez pas arsaki. Que ça soit dit. Une vénère, tu ne diras pas que je ne l'ai pas dit. Bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très bien d'aimer un territoire, mais c'est très bien d'y aller. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme Arméniens qui aiment l'Arsac, mais qui ne sont jamais allés? Pour lui, il va comprendre tout de suite ce que je vais dire. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais il y a très peu de croyants. Vous voyez? Alors, quand quelqu'un me dit, moi je crois, et je ne vais jamais à l'église. Bon, d'accord. Eh bien, en fait, tu crois que tu crois. Parce que si tu croyais, il faudrait quand même y faire un tour de temps en temps. Alors, l'avantage, c'est que ces gens-là, même ceux-là, vieillissent. Alors, vers la fin, ils sont plus près de nous. Parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, il pourrait exister. Autant y aller plus souvent, je dirais, il se rappellera de moi. Donc, au début, on considère qu'on est immortel. Donc là, on n'a pas besoin de personne. Alors, au bout d'un moment, on commence à voir nos amis qui nous expliquent qu'on n'est pas... Et comme on en a beaucoup plus après, qui sont moins mortels que ce qu'on pensait, on finit par dire, on va y aller plus souvent. Et puis finalement, comme on les accompagne jusqu'au bout, on finit par y aller là où on disait qu'on n'y allait pas. Il y a même des gens qui vont directement au cimetière, qui ne vont pas à l'église. Même là, il faut vous en rendre compte. Bon, alors, je vais vous donner un exemple grec cette fois. Pour les Grecs, c'est un honneur de porter le cercueil. Un honneur. Donc en fait, quand vous n'êtes pas de la famille, et quelqu'un vous dit, est-ce que tu peux porter le cercueil? Donc, fait partie, c'est les hommes, donc les femmes ne vous énervez pas, parce qu'il y a quand même un poids. Donc, vous faites partie des 6. Le fait qu'on vous dise ça, c'est nettement au-dessus. Vous voyez, ça m'a repris les poils. C'est vraiment au-dessus de simplement tuer mon ami. Alors que vous allez me dire, sur le plan du fond, c'est quand même ridicule parce qu'il est mort. Donc vous ne faites rien de spécial. Mais on vous dit que quelque chose qui est vraiment sacré pour nous, le mort, toi qui es étranger, je te considère que tu fais vraiment partie de nous et viens avec nous. Voilà. Donc j'essaie de dire simplement que au départ, on n'est pas sensibilisé à ça, et ensuite, quand quelqu'un vous le propose, on se dit quand même, qu'est-ce qu'il a demandé là? Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les combattants pour le génocide, c'est ceux qui portent le cercueil des morts. Et ils ne sont pas forcément arméniens. Ils peuvent être français, normalement, comme je disais à des amis, personne n'est parfait. Donc, et le fait qu'ils combattent, ça veut dire qu'en gros, le peuple arménien leur dit, tiens, viens porter toi aussi. Moi, c'est ça que je comprends comme devoir de mémoire. Si vous l'analysez de cette façon, vous êtes plus résistant quand vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, il n'y a personne dans le cercueil qui trimballe. Parce qu'on nous fait ça aussi. Vous imaginez? Vous êtes en train, par exemple, de porter le cercueil d'un de vos amis, et on vous dit, il n'y a personne dans le cercueil. Parce que c'est ça qu'ils nous disent, quand il n'y a pas de génocide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de victimes. Alors, tout ça pour vous dire que ça ne sert à rien de dire que vous aimez quelqu'un que vous ne voyez jamais. Donc, moi, je préférerais que les Arméniens d'Arménie et de France la ferment un peu, quand ils disent qu'ils aiment l'Artsakh, et puis avec la gueule fermée, qu'ils aillent. Vous voyez? Parce que comme ça, après, les gens qui sont de là-bas, ils n'ont pas besoin de preuves que vous aimez. Ils vous voient. Ils vous voient. Vous pouvez faire des choses. Vous pouvez construire des choses. Attention, parce que toi, tu me connais, je me souviens, vous avez promis que vous allez construire, je vérifierai. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous créez des structures, ça peut être des écoles, ça peut être peu importe, eh bien, vous ancrez des morceaux de mémoire. L'ancrage de la mémoire, on pourrait penser dans un premier temps que c'est simplement un problème de sauvegarde. C'est faux. En fait, on crée de la mémoire de futur. C'est-à-dire qu'en fait, on crée quelque chose dont on se souviendra après.
Je vous donne un exemple que je dis souvent à mes amis grecs. Si vous voulez pourrir le voyage d'un grec, c'est très simple. Vous lui interdisez de parler à ses amis à son retour. Ça marche aussi avec les Arméniens, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas capable de dire qu'il était en voyage, et qu'il a fait le voyage, alors qu'il a tout s'est bien passé, après quand il revient, vous lui dites tu parles à personne. Ça lui pourrit le voyage. Vous voyez? Eh bien ça c'est pareil, en fait, c'est notre histoire. Si quelqu'un vous dit vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez dans votre histoire, vous n'avez pas le droit de le communiquer. On écrit pour les autres, on n'écrit pas seulement pour nous. On écrit pour pouvoir exister à travers l'autre. Si vous réfléchissez bien, quand on vous demande d'écrire vos souvenirs, vous vous en souvenez quand vous les écrire, c'est pour que quelqu'un d'autre les lise. Et pourquoi en fait on doit prêter attention à des gens qui sont plus âgés? Moi je dis souvent quand j'ai des jeunes disciples, ils me disent voilà, je vais aller voir mon grand-parent, mes grands-parents, et je dis ils ont quel âge? Je parle pour les réfugiés, etc. Ils ont quel âge? 95 ans. J'ai dit tu fais avec de l'enregistrement. Tu as une cassette. Tu as une vidéo avec. Parce que tu vas y retourner combien de fois? Le pire, c'est quand des fois j'ai dans la salle des gens qui n'ont pas fait ça. Et en fait, ils ne savaient pas qu'ils allaient les voir la dernière fois. Et d'un seul coup, ils se disent quand même, j'ai même pas un seul enregistrement où ils parlent de façon vivante. Et j'ai vu une très belle exposition à Grenoble sur la communauté grecque d'Asie mineure. Et en fait, on entendait les enregistrements des personnes qui parlaient. Donc c'était des gens, par exemple, qui avaient 8 ans en 1922, et on les entendait très vieux. Ils avaient été enregistrés par des gens qui ont fait ça de façon très sérieuse. Et puis on vous mettait dans des alcôves, et puis d'un seul coup, quand vous rentriez dans l'alcôve, vous entendiez la personne qui vous parlait. Ah ben, je peux vous dire que ça vous fait de l'émotion, rien que d'y penser. Donc vous imaginez quand vous êtes dedans. Alors vous avez des images de Zmir, hein, parce qu'on a des gens qui se connaissent, qui brûlent, et d'un seul coup, vous entendez la personne qui disait comment c'était. Eh bien, c'est juste un enregistrement. Mais attention, c'est un témoignage direct. Moi, ce qui me préoccupe toujours, c'est qu'est-ce qui se passe après la disparition du témoignage direct. Par exemple, souvent en France, des fois, on est négatif par rapport à ça, les poilus de 14, etc. Et puis après, on dit il ne reste plus que cela, celui-là, et jusqu'au dernier. Bon. Ben, vous savez, au bout d'un moment, on aura certainement des gens qui vont nous dire que peut-être que 14-18 n'a jamais existé. Que Verdun, c'était quand même une exagération, qu'il n'a pas pu avoir autant de morts. Les gens, en fait, ils ne sont pas préparés à ça. Donc, à partir du moment où on a des images de l'époque, eh bien, on arrive finalement à faire de l'archivage. Alors, je vais vous donner un exemple avec l'histoire. Donc, je suis déjà dans la troisième partie, hein, même si tu n'as pas. Alors, l'histoire commence quand? Quand on écrit. Alors vous allez me dire, mais alors avant l'histoire, ils vivaient bien les gens. Ça compte pas. Parce qu'il n'y a pas de trace écrite. L'histoire, en fait, se définit comme un objet à partir du moment où j'ai une trace écrite. Et moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une mémoire, eh bien, elle va se définir à partir du moment où il y a une mémoire collective. À partir du moment où on va pouvoir dire, nous, les Arméniens. On a fait ça, on était là, etc. Bon. Qui va le faire? Alors la première problématique, c'est si c'est vraiment que les Arméniens, ben, ils pourraient écrire n'importe quoi. Hein, je me fais l'avocat du diable. Mais en fait, eh bien, il faut avoir des traces, il faut avoir des faits, il faut pouvoir travailler sur des objets qui ont un objectif qui ne soit pas subjectif. Donc des événements. Tu as parlé par exemple des commémorations, d'accord? Donc par exemple l'assassinat, c'est une commémoration, la loi, c'est un souvenir d'une époque fixée. Et là, la problématique, c'est les dates. Alors, on va faire un test, on est d'accord, on fait un test. Ne vous inquiétez pas, je ne demande rien. Donc, vous êtes arménien, et je vous dis, vous allez oublier toutes les dates, sauf celles que vous allez me dire. Quelle date vous choisiriez? Vous ne répondez pas, hein, c'est simplement pour mental. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Normalement, vous pourriez dire, moi je ne veux rien oublier. Bon, ça c'est faux, vous êtes hors contexte. Maintenant, je vous dis
Vous allez tout oublier, sauf que vous mentionneriez. Mais il faut que vous mentionniez ce qui est important. Et bien là, vous allez vous rendre compte que même si vous ne le voulez pas, vous allez parler de 1915. C'est quand même bizarre parce que si vous réfléchissez bien, c'est un moment qui est une page noire de l'histoire. Et ça vous permet de vous définir. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça démarre à partir de là. En général, les peuples qui ont été génocidés ont une certaine problématique. Ils ont du mal à se définir avant le génocide. Je parle pour mon nouvel ami, parce que je sais qu'il prend des notes pour le prochain. Un peuple génocidé oublie qu'il a été un peuple avant. Et il se définit toujours par rapport au génocide. Alors tu te dis, mais quand même, avant le génocide, vous existez bien. Eh bien, ce qu'oublie un peuple génocidé, c'est qu'il a été génocidé parce qu'il était peuple. Il a été génocidé parce qu'il était civilisation. Il a été génocidé parce qu'il était gênant. Il a été génocidé parce qu'il avait une valeur. Il n'avait pas la valeur du génocidé. Il avait une valeur antérieure. Donc, si je vous posais les questions du genre, combien de dates vous donneriez avant 1915 et après 1915 ? Et vous allez dire que ça sera un exercice pour la maison. Parce que le plus vraisemblable, c'est que vous ayez plus de dates après qu'avant, pour le moment. Maintenant que je vous embête un peu, vous commencez à activer certaines dates. Je le vois. J'en vois un déjà qui est content parce qu'il s'est dit, il y en a repéré certaines, il faudra les placer. C'est bien de les écrire. Pourquoi ? Parce que, essayez d'avoir une synopsis. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste une page à 4, vous devez écrire des dates, et vous aurez le droit qu'à ça. Ben, vous écririez quoi ? Eh bien, c'est très simple, vous écririez votre patrimoine. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est votre arche. C'est vous vous dites, si je ne garde pas au moins ça, je n'existe plus. Le reste, c'est peut-être des détails, c'est peut-être important, c'est peut-être votre famille, etc. Mais ce ne sera pas de la mémoire. Alors, donc, qu'est-ce que j'essaie de dire ? J'essaie de dire, en fait, que le patrimoine, et on le voit très bien par rapport au patrimoine mondial de l'humanité, eh bien, c'est quoi le patrimoine mondial de l'humanité ? Si vous réfléchissez bien, au départ, vous vous dites, ça veut dire, en fait, qu'on va conserver certains monuments et dire qu'en fait, ils sont importants. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est très passif. Tous les monuments sont importants. Tous les monuments vont disparaître. Et là, d'un seul coup, vous vous dites, mais certains, je ne veux pas qu'ils disparaissent. Donc, en fait, par exemple, l'UNESCO va dire, maintenant, je vous reconnais patrimoine mondial de l'humanité, ça, je le protégerai. Et je le protégerai tellement que je le protégerai même contre vous. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un veut faire une rénovation un peu bizarre, dire, oh, ça c'est patrimoine mondial de l'humanité, c'est pas juste vous. Et vous savez qu'on a cette problématique, tu vois bien où je veux en venir avec Annie, c'est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a des territoires occupés et que l'autre personne qui vous occupe dit que votre patrimoine, il faut qu'il soit déclaré comme patrimoine mondial de l'occupant. Vous imaginez ? Et ça, ne pensez pas que ça n'existe pas. Ça existe. Ça se fait. Et donc la problématique, c'est, est-ce que nous, quand on n'appartient pas à l'institution officielle, étatique qui s'y trouve, est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose ? Il faudrait déjà au moins faire quelque chose, c'est écrire à l'UNESCO en disant, vous savez, là, ils essaient de vous le placer, mais nous, on est contre. Nous, avec ce nom-là et le nom de ce bâtiment, nous, on est contre. Parce que si l'UNESCO n'a aucun avis négatif, il considère qu'il faut le protéger. Mais si d'un seul coup, il voit des avis négatifs par des gens qui sont manifestement ceux qui l'ont créé, ce monument, elle comprend qu'il y a un problème. Donc il ne s'agit pas simplement de protéger tout et n'importe quoi et n'importe comment. Le patrimoine mondial de l'humanité, c'est la responsabilité de l'humanité pour un lieu de mémoire. Ça veut dire quoi, ça ? Au départ, en fait, quand vous gardez... Donc, par exemple, j'espère que vous savez combien de monuments sont au patrimoine mondial de l'humanité arménien.
D'accord. Lui, je sais bien, je le connais, il fait comme ça parce qu'il dit, il va me la poser la question si je ne fais pas non depuis le début. Est-ce que ça ne serait pas important de savoir? Par exemple, on a parlé des églises. Alors ça, il y en a plusieurs parmi vous qui ont tout de suite dit, il y a tant d'églises. Il y a tant d'églises, 2 mosquées. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne quand même un ordre d'idée. Ensuite, est-ce qu'elles sont dans le patrimoine mondial? Combien il y en a? Combien parmi vous ont travaillé là-dessus? Si on est en ARSA, ce serait intéressant de voir, ça veut dire quoi, par exemple, de travailler sur le patrimoine mondial de l'humanité dans ce cadre-là. C'est bien plus coton, parce qu'en fait, officiellement, on est dans un autre pays. Mais si vous faites un travail là-dedans, tout de suite, le comité va dire, mais il y a quand même une autre population là, qui demande autre chose. Est-ce que vous pensez que le cimetière qui a été détruit, s'il avait été au patrimoine mondial de l'humanité, aurait été détruit? Ah, normalement, là, maintenant, vous avez des remords. Oui, on va pas le dire même maintenant, tu vois. Mais regarde, ce qui se passe en fait, il y a une différence entre une invasion massive et une attaque militaire, et simplement des gens qui disent à des militaires, allez à coups de massue détruire. Enfin, moi, je peux te dire qu'ils ne seraient pas allés à coups de massue détruire si c'était patrimoine mondial de l'humanité. Alors que pour Palmyre, ils sont venus de façon massive. C'est différent. Il faut bien faire attention. Et puisqu'on tu as parlé de Palmyre, il faut que vous sachiez que, par exemple, les conservateurs de musées, parce qu'il y en a qui sont quand même des spécialistes de musées ici, un peu plus que des musées, ils nous l'ont expliqué, eh bien, vous savez qu'en fait, il y a beaucoup des objets qui étaient là-bas, ils les ont retirés du musée avant qu'ils arrivent. Et je peux vous dire que ça a été fait de façon officielle, ceux qui s'y connaissent un peu en musée, pour déplacer des pièces d'antiquité et les amener de façon discrète à des endroits où on ne sait pas où c'est, je peux vous dire que là, il y a je ne sais pas combien de tampons, parce que ça s'appelle vraiment du vol, sinon. Bon, alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est la chose suivante. Est-ce que la mémoire, c'est un objet du passé ou de l'avenir?